Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 47 de l'alchimie d'un roman. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je regarde rétrospectivement la collection des 46 épisodes précédents et la petite bibliothèque que nous commençons ainsi à assembler, eh bien je me dis qu'il y manque l'un des plus grands domaines de la littérature, le polar. Il est donc grand temps de sortir de notre marmite un petit bijou du genre, à savoir Le Grand Sommeil de Raymond Chandler. Le Grand Sommeil, mieux qu'un polar, est ce qu'on appelle un roman noir, c'est-à-dire une histoire cynique et désabusée dans un monde de flics corrompus, de femmes fatales et de notables pourris, aux côtés d'un héros pessimiste mais lucide, un détective privé en imperméable, le flingue au fond de la poche et dans la main un verre de scotch. Un univers donc très stéréotypé, ce qui veut dire qu'il respecte des traditions, sinon des lois du genre, que nous allons nous faire un plaisir de décortiquer. Selon les 4 éléments de l'alchimie, bien sûr, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et attention, vous vous en doutez bien, il n'est pas possible d'analyser un polar dans le détail sans en dévoiler le dénouement. Alors, à tous ceux qui voudraient jouir de la surprise d'un twist final et de la grande révélation du coupable, à tout cela je dis, coupez immédiatement cette vidéo, lisez Le Grand Sommeil de Raymond Chandler et revenez me voir à l'occasion. À tous les autres, à ceux qui m'écoutent encore, c'est-à-dire à tous ceux qui ont déjà lu ce roman ou qui s'en foutent, je m'en vais donc vous résumer l'intrigue du Grand Sommeil en 1 minute chrono. Alors, l'histoire commence quand le général Sternwood, un très riche vieillard à l'article de la mort, paye le détective privé Philippe Marlowe pour enquêter sur un certain Arthur Geiger, qui ferait chanter sa fille Carmen, malheureusement trempée dans une histoire de drogue et de pornographie. Vous imaginez le scandale pour monsieur le général. Marlowe va donc enquêter à sa manière, il va y avoir une enquête, des filatures, des interrogatoires et des morts aussi, beaucoup de morts, parce que tout ça va dégénérer et l'histoire va rapidement se compliquer, impliquant de plus en plus de personnages, dont le mafieux Eddie Mars, qui semble exercer une très forte influence sur Viviane, la propre sœur aînée de Carmen. Et petit à petit, on en vient à se demander si toute cette histoire n'aurait pas un rapport avec la mystérieuse disparition de Rusty Regan, le mari de Viviane et beau-fils adoré du vieux général Sternwood. Bon, alors comme vous pouvez le constater, Le Grand Sommeil est bien un polar, c'est-à-dire une enquête avec des morts, donc des crimes qu'il faut élucider. Fondamentalement, l'histoire est donc une énigme avec des indices, des fausses pistes, des suspects avec chacun leur mobile, leurs alibis, etc., etc. Et comme dans les grands classiques d'avant-guerre, les Arthur Conan Doyle ou les Agatha Christie, ce polar peut être pris comme un jeu qui inviterait le lecteur à deviner par lui-même qui a tué qui et pourquoi. Ok, mais en réalité ce n'est pas ça du tout. Car une fois arrivé à la fin de l'histoire, on comprend qu'on n'avait aucune chance de deviner nous-mêmes. Pas la peine donc de prendre des notes et de bâtir nos propres théories, ce n'est pas le but de ce livre. Alors si le but n'est pas de nous inviter à résoudre l'énigme, qu'est-ce que c'est ? D'abord, Le Grand Sommeil est un divertissement. Et il suffit de dérouler son timing pour constater qu'il est entièrement construit pour nous tenir en haleine. Chapitres 1 et 2, le général expose le chantage et la mission de Marlowe. Et ensuite, c'est parti. Dès le chapitre 6, après à peine 50 pages, les premiers coups de feu et le premier mort. Et puis, un deuxième mort dans la foulée, chapitre 9. Alors Marlowe enquête et l'intrigue s'épaissit en introduisant des nouveaux personnages avec une régularité d'horloge. Joe Brody, un petit truand au chapitre 10, puis Eddie Mars, le gros bonnet, au chapitre 13. Pas le temps de regarder sa montre, nouvelle bagarre et nouveau mort au chapitre 16. Ça commence à faire beaucoup, alors Raymond Chandler prend quelques chapitres pour faire avancer l'enquête et surtout nous donner le temps de tout digérer et tout bien comprendre. Et l'action repart de plus belle, au chapitre 22, avec agression, fille à poil, baiser torride, poursuite en voiture, et 2 nouveaux personnages qui meurent immédiatement. Chapitre 27, Marlowe est capturé, rien ne va plus pour lui, il est au plus bas. C'est un grand classique hollywoodien. Juste avant le climax final, le héros doit être au fond des enfers pour mieux entamer sa remontée magistrale. Et c'est exactement ce qui se passe, avec un climax en fanfare au chapitre 30 et 31, qui laisse éclater enfin la vérité et qui referme consciencieusement toutes les portes ouvertes, c'est-à-dire toutes les énigmes qui nous tenaient en haleine. Voilà. Ouvrez donc un traité d'écriture scénaristique et vous verrez que Le Grand Sommeil respecte exactement les canons du genre. Un mélange savant d'action et de repos, un rythme parfait, un nombre réduit de personnages au début qui se développe avec l'introduction de personnages secondaires pour se resserrer à la fin sur le trio initial.
Une intrigue exactement construite dans le but de ne pas laisser à son lecteur le temps de reposer le livre, voilà ce qu'on appelle un page-turner. Mais bon, aussi efficace soit-elle, on trouve ce genre de recette dans le moindre traité pour écrivains débutants. Et si c'était si simple, des livres comme Le Grand Sommeil, on en trouverait des tas. Or, ce n'est pas le cas, et il faut bien constater que depuis la sortie de ce roman en 1939, on a rarement fait mieux. Alors qu'y a-t-il donc d'exceptionnel dans ce roman-là ? D'abord, bien sûr, il y a l'ambiance, un mélange subtil de terre et d'eau, de milieu et de style, qui définit ce qu'on appelle le roman noir. Le roman noir, qu'est-ce que c'est ? D'un côté, le roman noir, c'est la terre, c'est le milieu. C'est le fait qu'avec Chandler et d'autres romanciers, le polar a commencé à s'inscrire dans un monde peut-être un peu plus réaliste, plus sombre que celui d'un Sherlock Holmes ou d'un Hercule Poirot. Un monde où les policiers sont corrompus, ou simplement feignants, incompétents ou désabusés. Un monde où les politiciens, les magistrats et les notables fréquentent les truands, les tripots et les mafias. Un monde où des femmes droguées se laissent photographier dans le plus simple appareil, bref, un monde légèrement moins ingénu que ce que l'on pouvait lire avant. Mais le roman noir, c'est aussi l'eau, c'est aussi le style. Car ce monde que Chandler décrit n'est pas non plus la réalité, loin de là. Les personnages en particulier y sont très stéréotypés. Par exemple, c'est un monde terriblement macho. Les femmes y sont des pin-up blondes, dévergondées à l'image de Carmen, ou bien des femmes fatales aussi belles que dangereuses à l'image de Viviane, sa sœur. En face des muscles des hommes, la seule arme des femmes est leur séduction. Quand Marlowe interroge une bibliothécaire, il pense, malgré son attirail, elle devait être beaucoup mieux sur le dos. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Mais tout ça n'est pas sérieux, c'est du second degré, c'est du cynisme à la limite de l'humour noir. On se fait plaisir à pousser le bouchon trop loin, et c'est marrant. Car voilà aussi une autre caractéristique du roman noir, l'humour pince sans rire. Quand on demande à Marlowe s'il est marié, il répond « Je ne suis pas marié parce que je n'aime pas les femmes de flics ». Et quand un truand l'insulte, il garde son sang-froid et il répond « Attention, c'est en disant des choses comme ça qu'on attrape des fausses dents ». Les héros stéréotypés du roman noir sont des gars marrants mais courageux qui plaisantent même au plus fort du danger. Donc, Raymond Chandler a bien défini un genre, le roman noir, qui était nouveau à l'époque, mais qui depuis, il faut bien le reconnaître, a été largement copié, et les héros à la Philippe Marlowe sont devenus des clichés. Alors pourquoi, même aujourd'hui, ce roman-là nous fait-il quand même une telle impression ? Je vous propose de creuser son intrigue en remarquant d'abord qu'elle est un peu plus subtile que ce que je vous en ai dit tout à l'heure. En particulier, il y a cette histoire de la disparition de Rusty Regan, le mari de Viviane, autrement dit le gendre du général. Rusty Regan a disparu et personne ne sait où il est, ni même s'il est encore vivant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette disparition n'est pas du tout l'objet de l'enquête de Marlowe. Marlowe est payé pour régler l'histoire de chantage autour de Carmen, un point c'est tout. Il n'a donc rien à faire, a priori, des problèmes de sa sœur Viviane. Mais malgré tout, cette histoire de Rusty Regan revient périodiquement en arrière-plan. Et ce qui est bigrement intéressant, c'est que cette énigme crée une sorte de distance entre nous, lecteurs, et Marlowe, le personnage principal, auquel on est pourtant censé s'identifier. Marlowe répète en permanence que la piste Rusty Regan ne l'intéresse pas et qu'il ne veut pas la creuser. Alors que, au contraire, en nous ressortant toujours cette histoire en fond de décor, Raymond Chandler nous incite, nous lecteurs, à nous y intéresser. D'habitude, le détective, Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, est là pour nous présenter les indices, exciter notre curiosité et nous délivrer la solution avec brio dans un raisonnement final pétri d'intelligence. Avec Marlowe, pas du tout. Au contraire, car on sent que l'enquêteur s'obstine à ne pas voir la piste Rusty Regan que le lecteur voit de mieux en mieux. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que par hasard, le personnage de Philippe Marlowe ne serait pas plus complexe que le stéréotype qu'il semble nous jouer ? Oui, bien sûr, et c'est là toute la force de ce roman exceptionnel. Car Philippe Marlowe a une faille, il est déchiré. D'un côté, il joue son rôle, son stéréotype. Il est froid, cynique, il ne bronche pas devant le danger, il a un grand sens de l'honneur, il refuse l'argent, il travaille uniquement pour son client, le général, et il respecte sa parole. Mais à l'intérieur de lui-même, il est tout le contraire. Il est très humain, il est fragile. Par exemple, au chapitre 24, il trouve Carmen, la super blonde, chez lui, nue dans son lit. Elle le chauffe, mais lui reste froid. Très pro, il résiste à la manœuvre grossière et il la fout dehors. Sauf que dès que la porte est refermée, il redevient humain et, je cite, « il repose son verre et déchire sauvagement toute la literie ». Et du coup, l'histoire que nous raconte Raymond Chandler, ce n'est pas cette intrigue policière somme toute assez banale, mais c'est plutôt l'histoire intime d'un personnage, Philippe Marlowe.
Et ainsi, au climax de cette histoire, le but de Marlowe ne sera pas tant de retrouver le coupable, mais plutôt de choisir enfin entre continuer à jouer le rôle chevaleresque du détective froid et cynique ou d'assumer son humanité. Et là, je dois vous raconter la fin, puisque la vérité, c'est que Carmen, dans un moment de folie, a tué Rusty Regan, le mari de sa sœur, et le beau-fils adoré de son père. Et le véritable but de tous ces personnages était de cacher ce crime, quitte pour Viviane à se compromettre avec le mafieux Eddie Mars. Tout ça pour que son père, le général, ne découvre jamais la vérité. Alors, devant la solution de l'énigme, Marlowe doit choisir. Soit il reste un grand professionnel, fidèle à son contrat et à son éthique, et il raconte tout à son client, soit au contraire, il choisit de manquer à tous ses principes et de rentrer dans le jeu des criminels en cachant la vérité pour ne pas fendre le cœur de ce vieil homme à l'article de la mort. Et on comprend alors la structure en fuseau de l'intrigue qui déploie d'abord des personnages secondaires pour se resserrer ensuite sur le général et ses deux filles, et même finalement sur Marlowe et son client le général dans un dernier face-à-face. Et on comprend que Chandler, dans un très beau parallèle, a doté ce général de la même faille intime que Marlowe, ce vieil homme sur son lit de mort, est prêt à payer des fortunes pour sauvegarder les apparences et éviter l'humiliation d'un scandale de mœurs qui impliquerait ses filles. Mais d'un autre côté, le plus important pour lui, c'est ce fils par procuration Rusty Regan qu'il a tant aimé. Et à la fin, comme Marlowe, il craque et contre les apparences, il choisit l'humanité. « Je ne demande pas que Rusty revienne, finit-il par dire. Je n'ai même pas besoin de savoir où il est, je voudrais juste savoir s'il va bien. » La glace se brise enfin, c'est touchant et c'est pathétique. Et Marlowe décidera de ne rien lui dire de la mort de Rusty tué par sa propre fille. Manquant à tous ses grands principes, il fera le même choix que le vieil homme, celui de l'humanité, face à la mort, face au grand sommeil. On comprend alors le titre du roman. Et on comprend la spécificité du roman noir, non pas dans son ambiance si particulière de vampe de whisky et d'imperméable, mais dans l'humanité de l'enquêteur. Le grand sommeil, ce n'est pas l'histoire d'une enquête, c'est l'histoire d'un homme et du choix qu'il va faire, c'est ce qui fait la grandeur de ce roman. Les plus grands romans sont toujours des histoires de grands personnages. Et voilà, c'est fini pour cet épisode et pour le roman noir. Je vous invite à retrouver toutes mes autres vidéos sur YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin simplement d'être informé à chaque fois que je publierai un nouvel épisode. En plus, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook pour les mêmes raisons, ou alors lire les articles de mon blog. Et en attendant le numéro 48, ce qui nous approche bigrement de 50, eh bien en attendant, je vous dis au revoir, lisez des livres et portez-vous bien.